Voilà, donc mon nom est Pierre Noël, donc je travaille à New York. Je travaille au CNUD depuis maintenant 8 ans. J'étais à Copenhague pendant 4 ans. J'étais chargé de communication pour le programme des JPO. Et maintenant, je travaille à New York pour l'équipe du Talent Development Unit, donc gestion de talent, tout ce qui est formation, programme de leadership. Et je travaille également toujours pour le programme des JPO. Donc, ça fait près de 8 ans que je m'occupe de la gestion de carrière à différents niveaux. Et c'est un sujet qui m'intéresse vraiment. Donc, voilà, je suis d'origine française, mais j'ai grandi en Guadeloupe. Et voilà, c'est un peu mon parcours. Béatrice, c'est à côté de moi. Bonjour Béatrice. Bonjour Pierre. Bonjour tout le monde. C'est un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui, de vous parler de gestion de carrière. Je suis ici comme associée aux ressources humaines. Je travaille avec le bureau de gestion, le bureau de ressources humaines au PNUD, au siège. Je suis avec l'équipe qui gère les bureaux centraux. Avant d'aller au bureau central, j'étais avec le bureau régional d'Afrique à Bié. Avant cela, j'étais au bureau de pays à Kigali, au Rwanda, où j'étais analyste aux ressources humaines pendant 10 ans. J'étais aussi learning manager. J'ai beaucoup contribué et j'aimais vraiment cette partie de ressources humaines quand tu aides les gens à faire le développement de leur carrière, le développement de leur capacité. Et avant de rejoindre le PNUD aussi, je travaillais avec l'UNDSA au ministère de la fonction publique à Kigali où j'ai grandi. Donc, c'est ça un peu mon parcours. Pierre, à vous. D'accord, merci beaucoup Béatrice. Donc, beaucoup d'expérience dans la salle et aussi en Tunisie. Nous avons Yosser qui est en ligne. Yosser, est-ce que tu peux nous entendre? Est-ce que tu peux voir aussi l'écran avec la présentation? À toi. Oui, oui, parfaitement. Bonjour Pierre, bonjour Béatrice. Vous m'entendez là? Oui, on vous entend très bien. Ok, parfait. Donc, un grand bonjour de Tunis à tous les collègues connectés partout dans le monde. Donc, je suis très heureuse d'être avec vous dans ce premier Virtual Cahier Lab en français et surtout pour parler d'un sujet que je considère très important et indispensable pour le développement de notre carrière professionnelle qui est l'entretien basé sur les compétences. Donc, je me présente, Yusr Ben Saïd, Talent Development Manager et ressources humaines au bureau PNUD Tunisie. En fait, j'ai intégré le PNUD depuis 2012 comme consultante en recrutement et au bout d'une année, j'étais recrutée sous FTA avec l'équipe ressources humaines. Donc, avant le PNUD, en fait, j'ai eu une expérience de plus que 10 ans dans le secteur privé. Donc, j'ai commencé en tant que chargée de recrutement cadre à Manpower, qui est une multinationale américaine d'intérim et d'externalisation de recrutement. Et j'ai eu aussi une expérience dans le secteur des nouvelles technologies et le développement informatique. Donc, en tant que HR Business Partner et responsable recrutement pour le Moyen-Orient et Afrique chez un éditeur français de logiciels RH. Et aussi une expérience dans un groupe tunisien qui œuvre dans l'ingénierie et le conseil en technologie en tant que responsable formation. Donc, ma formation académique est pure et dure RH. Donc, je suis titulaire d'une maîtrise en gestion des ressources humaines et d'un DEA en développement des ressources humaines aussi. Super, Yosser. Et tu es aussi Talent Development Manager, enfin, on appelle ça Learning Manager comme Béa. Moi aussi, ça fait 2 d'entre nous, 3 avec de l'expérience aussi dans ce domaine. Donc, merci beaucoup. Alors, juste pour ceux qui nous ont rejoints juste un peu en retard. Voilà, le sujet, vous le voyez à l'écran. Donc, le sujet de ce webinaire, c'est donc une préparation aux entretiens basés sur les compétences. Ça fait partie donc de cette série des Virtual Career Lab, donc des laboratoires de carrière virtuels. Il y en a une série toutes les 2 semaines et on va vous montrer un peu ce qui a déjà été proposé. Voilà, donc bienvenue. On va vous donner un maximum d'infos pratiques par rapport à ce sujet et ça fait partie donc
de cette culture qu'on essaie d'inculquer au sein du PNUD sur la gestion de carrière de façon autonome. Donc, nous sommes en charge de notre propre carrière. Voilà. Donc, je continue maintenant. La présentation a été faite. Vous avez eu accès à quelques articles et vidéos que nous trouvons très intéressants. Donc, nous espérons que vous avez eu le temps d'y jeter un œil. Le premier article était parlé un peu des différents types de compétences. Après, on vous a donné accès à un guide qui est fait un peu pour les recruteurs sur l'évaluation des candidats qui a l'entretien basé sur les compétences. Donc, on vous donne beaucoup d'astuces par rapport au point de vue du recruteur. Moi, je trouve ça pas mal. Et en plus, c'est de l'UNESCO, donc la famille ONU. Et une vidéo sur le langage corporel quand on passe à l'entretien, quels sont les signes que l'on fait passer. C'est bien d'être au courant et surtout de savoir comment, des fois, se comporter pour donner une image positive de soi. Voilà. Et après, il y avait aussi cet article sur Mind Tools. On en reparlera, comment y accéder. Il y a énormément de choses sur cette plateforme, mais c'est pas toujours facile de la trouver. Donc voilà, j'avance. N'oubliez pas de prendre un papier et un crayon. Ce que vous verrez à l'écran, on va le partager avec vous. On va partager aussi l'enregistrement après. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, mais on va vous donner beaucoup d'informations juste en parlant. Et donc voilà, nous vous conseillons de prendre des notes si possible, parce que voilà, on va vous donner un maximum d'infos. On pense donc pendant 1 heure, 1 heure et quart maximum. Alors, je voulais, avant de continuer de parler de notre sujet plus en détail, vous parler de notre modèle au sein du PNUD maintenant, qui est l'apprentissage continu, qui fait partie de la gestion de carrière autonome, c'est-à-dire que l'on est en charge de notre propre développement professionnel et personnel. Et en fait, l'apprentissage, comme on le voyait avant, il y a quelques années, a beaucoup changé. Avant, on allait dans une salle de conférence pendant quelques jours et après, voilà, on avait appris quelque chose et voilà, c'était suffisant. En fait, les recherches montrent qu'on apprend tout le temps, on apprend au travail, on apprend via ses collègues, en parlant et en lisant, en regardant des vidéos. Et avec Internet maintenant, l'offre d'apprentissage est incroyable. Donc, en fait, cette approche d'apprentissage continu reflète ce qui se passe de toute façon, mais aussi, encore une fois, l'idée, c'est d'insister sur votre rôle, notre rôle par rapport à notre propre apprentissage, c'est-à-dire que l'on est en charge de notre propre développement et qu'il y a de nombreuses façons d'y arriver. Voilà, il y a la méthode classique qui existe toujours, mais maintenant, il y a de nombreuses autres façons d'apprendre. Donc, bien, comme j'ai dit, en lisant, en regardant les vidéos, en s'inscrivant dans des cours en ligne. Donc voilà, c'est notre modèle. Alors, nous continuons dans ce sens-là. On parlait des gestions de carrière. On a fait évoluer et on continue de travailler pour faire évoluer notre vision de la gestion de carrière et notamment du rôle du manager et de l'employé. Donc, voilà, on est en charge de notre propre carrière. On doit nous-mêmes chercher à nous développer de façon constante parce que le monde change, notre organisation change, il faut toujours avoir de nouvelles compétences et pour cela, il faut continuer à apprendre. Il faut aussi développer un réseau, il faut chercher d'autres possibilités de développement au sein de l'organisation, peut-être en faisant une mission avec une autre unité, par exemple pendant quelques semaines. Voilà, le PNUD, c'est ça, c'est une très grande organisation. Il y a de nombreuses possibilités de se développer professionnellement en cherchant d'autres opportunités, si le temps, bien sûr, le permet. Et après, quel est le rôle du manager? Alors, bien sûr, on attend beaucoup du manager.
le manager doit être là pour justement avoir des conversations sur la carrière de son employé. Voilà, il doit être là, ou elle doit être là pour appuyer les objectifs de carrière de l'employé et créer des opportunités et aussi permettre donc le développement. Et des fois, ce développement passe par un autre poste et donc voilà, il faut être ouvert pour permettre à quelqu'un peut-être de continuer à évoluer en changeant de poste. Ça peut être de façon latérale ou pour un poste de niveau équivalent ou dans un domaine très différent. Voilà, la gestion de carrière a beaucoup changé. Mais, pardon, je suis un peu trop vite. On a bien encerclé votre rôle principal dans votre carrière. Voilà, vous êtes en charge. Alors, nous continuons. Ça, c'est l'offre en termes de programme de leadership qui est disponible actuellement. Ça s'est vraiment développé ces 2 dernières années. Vous avez sûrement entendu parler du programme LDP. Donc voilà, ce sont des programmes qui durent 1 an, qui sont faits pour différents niveaux. Et voilà, je pense que le tableau l'explique bien. Moi, personnellement, je suis en charge du programme du CLE, Certificat en Leadership Exécutif, donc en français et en espagnol. On espère avoir une nouvelle cohorte, peut-être après l'été. Donc voilà, c'est en discussion. Il y a donc de nombreuses possibilités. Il y a aussi le LMDC, qui est tout en bas du tableau. C'est en fait un programme qui vous donne accès à un cours en ligne de Coursera, et c'est gratuit. Donc voilà, on a un appel à candidature tous les 3 mois à peu près. Donc voilà, gardez un œil sur ça si vous voulez peut-être vous joindre à ce programme. On parlait de la série des Virtual Career Lab, donc des laboratoires de carrière virtuels. Et on a déjà quand même abordé de nombreux sujets très différents. Et on va continuer à le faire avec Gustavo et Betty qui font partie de l'équipe. Donc voilà, une série. Alors, ils sont en anglais. Voilà, on fait le premier en français actuellement. Il y en aura sûrement en espagnol aussi très bientôt. Voilà, donc ça continue, c'est une offre qui continue à se développer et on va partager avec vous, on essaie de le faire dès qu'on peut, les archives, donc avec les enregistrements de ces différents webinaires si le sujet vous intéresse, que vous pouvez écouter. Alors, notre agenda pour aujourd'hui. Donc, on revient sur notre sujet du jour, l'entretien basé sur les compétences. Donc, on va parler un petit peu, on va le définir, on va parler de ce type d'entretien au sein du PNUD, comment vous pouvez vous préparer, quelles sont les questions qui sont basées sur les compétences, comment y répondre. Et donc, on va vous parler de la méthode STAR, START et CAR. Et on va vous donner un petit exercice pratique à faire. Et voilà, donc c'est le programme du moment. Et sans plus attendre, je vais passer le micro à Yosser. Yosser, c'est à toi. Oui. Merci Pierre. Donc, merci pour cette présentation. Donc, on va passer en fait à l'entretien au vif du sujet, l'entretien axé sur les compétences. Mais en fait, pour pouvoir bien se préparer et maîtriser ce type d'entrevue, nous devons tout d'abord comprendre ça consiste en quoi, c'est quoi l'objectif et comment ça fonctionne. Donc, en fait, ce type d'entretien, ou qu'on appelle aussi l'entretien comportemental, se base sur un principe simple qui est que la meilleure façon de prévoir ce qu'une personne fera dans le futur est de savoir ce que cette personne a fait dans le passé dans une situation comparable. Donc, en fait, ce type d'entretien se focalise sur la manière dont vous avez réagi à une situation passée afin de donner les meilleures indications sur votre comportement futur. Pour cette raison, que des questions telles que décrivez-moi une expérience réussie de travail d'équipe, quel était votre rôle, ou donnez-nous un exemple de situation où vous avez géré un conflit sans poser lors de cet entretien.
Le principe est quand on arrive à comprendre et à évaluer le comportement passé du candidat dans une situation similaire passée, il sera possible de prédire comment cette personne se comportera dans des futures situations. Donc, le recruteur essaye de creuser dans votre expérience passée et afin de mettre l'accent sur la capacité, votre capacité personnelle à mettre en valeur ce que vous avez appris de votre expérience dans d'autres postes et comment vous pouvez les mettre en œuvre dans le nouveau poste pour lequel vous postulez. Donc, cet entretien, il est différent des formes d'entretien plus traditionnelles qui restent un peu hypothétiques, où le recruteur pose des questions sans objectif précis, c'est afin surtout d'avoir une impression globale du candidat, comme par exemple, présentez-vous, quelles sont vos qualités, qu'attendez-vous de ce poste, pourquoi croyez-vous que vous êtes le ou la meilleure candidate. Donc là, c'est un entretien plus structuré et qui a un objectif précis et qui donne l'opportunité au candidat d'argumenter et de mettre en valeur ses compétences. En fait, là, on va parler des entretiens basés sur les compétences OPNUD. Au PNUD, en fait, les entretiens de recrutement sont menés par un panel hétérogène. Donc, on veille lors de la composition du panel à l'égalité des genres hommes-femmes, à l'équilibre nationaux-internationaux. Donc, il est composé généralement par 3 personnes. On y trouve le hiring manager, qui est probablement votre futur superviseur potentiel, un expert technique qui pourrait être un collègue qui maîtrise ou comprend le domaine d'expertise du poste. Donc, une 3e personne qui pourrait être un collègue d'un département client ou d'une agence onusienne. Et surtout, le représentant des ressources humaines qui est là pour faciliter le processus de sélection et pour veiller à sa conformité au règlement et à la procédure. Mais il faut savoir en fait que l'entretien n'est qu'une étape d'un processus de recrutement très lent et très rigoureux qui commence par le long listing des candidatures, le short listing et souvent le test technique. Donc, si vous arrivez à l'étape de l'entretien, c'est déjà une vraie réussite pour vous. Donc, en fait, l'entretien au PNUD et aussi dans le système des Nations Unies dure généralement entre 45 à 60 minutes. Et le panel pourrait en fait poser de 4 à 6 questions, ça dépend en fait du poste. Dans d'autres organisations, on peut aussi en fait choisir d'avoir 10 à 12 questions qui couvrent plus de sujets et d'une durée maximum de 60 minutes. Les réponses sont évaluées sur une échelle de 0 à 5. 0 correspond à aucune connaissance de la compétence, 5 une maîtrise parfaite de la compétence. Et donc, à la fin de l'entretien, chaque membre du panel en fait évalue ses notes séparément. Et donc, à la fin, le panel devrait en fait débattre et s'accorder sur une note définitive et définir une liste de candidats recommandés pour le poste. Juste, je précise qu'il y a aussi parfois une pondération qui est faite entre le test technique et l'entretien. Et en fait, ça dépend du poste et des termes de référence. Et Yousser, si je t'interromps là, donc, ce qui veut dire qu'on a un certain nombre de points par rapport au test technique et d'autres points par rapport à l'entretien. Oui. On additionne les deux. Oui, c'est ça. Et on fait la pondération entre les deux. Et ceci est défini au début au niveau du hiring strategy. Donc, quand en fait on décide le recrutement, on établit un hiring strategy et on définit en fait si on aura besoin d'un test technique et quelle pondération on aimerait bien donner aux compétences techniques par rapport aux soft skills, disons. D'accord. OK. Très bien. Donc, en fait, pour pouvoir bien maîtriser aussi l'entretien basé sur les compétences, on doit comprendre c'est quoi la compétence.
Oui. Donc, en fait, le terme compétence désigne l'ensemble des savoirs, savoir-faire et comportements tirés de l'expérience et qui sont nécessaires à la réussite de l'exercice d'un métier, c'est-à-dire qui influent directement sur l'efficacité dans l'exécution des tâches et des missions d'un poste. Donc, je vais donner un exemple qui est très, très simple. Donc, une compétence très donc, populaire et simple qui est la conduite d'une voiture. Cette compétence, en fait, nécessite une combinaison de connaissances, la capacité à conduire du bon sens, un savoir-faire physique et cognitif, et des qualités comportementales, la capacité à réagir à l'environnement, une certaine réactivité. Donc, toute cette combinaison mène à la performance au niveau de cette compétence qui est la conduite d'une voiture. Donc, l'avantage des compétences, c'est que contrairement à l'expérience et aux connaissances qui ne sont pas observables, les compétences sont spécifiques et axées sur la capacité de démontrer que la personne a pu exécuter un certain travail avec succès. Au PNUD, en fait, on a défini 5 compétences clés et on trouve ça au niveau du Core Competency Framework. Vous pouvez en fait aller directement sur le document en cliquant sur le titre. Donc, on a défini une liste d'aptitudes de comportement correspondant aux 5 compétences clés, qui sont en fait le leadership, qui est la capacité à mobiliser une équipe, l'innovation, la capacité à mettre en œuvre des idées nouvelles et utiles, la gestion des équipes ou le people management, qui est la capacité à améliorer les résultats et la satisfaction de l'équipe, la communication, capacité à écouter, s'adapter, persuader, induire des changements, et le delivery, qui est capacité à obtenir des résultats. Donc, ces compétences sont évaluées sur une échelle allant de 1 à 6. Donc, ceci en fait diffère selon le niveau de compétences. Pour cette raison, c'est important donc de bien maîtriser les termes de référence et de bien en fait identifier les compétences et le niveau de compétences, parce qu'en fait, ça diffère. Le niveau diffère d'un poste à l'autre. Par exemple, pour une compétence en leadership, ce n'est pas le même niveau de compétence d'un poste G5 à un poste NOC ou d'un P2 à un P5. Donc, il faut bien vérifier le niveau de compétence exigé et le niveau de maîtrise demandé par rapport au poste. Très bien. Et l'idée, donc en proposant ces compétences à tout le monde, c'est qu'on aligne un peu les compétences par rapport aux besoins de l'organisation. Hein, c'est voilà. Ça. Ouais. Même en fait, l'évaluation au niveau des PMD est faite sur la base des compétences clés, les 5 compétences. Très bien. Donc là, on a vu c'est quoi l'entretien basé sur les compétences et son principe. Donc aujourd'hui, vous êtes identifié pour une nouvelle opportunité, un nouveau poste au PNUD ou ailleurs. Donc, et vous avez un rendez-vous d'entretien qui est déjà fixé. Donc, il est temps de commencer votre training et commencer le travail de préparation. Donc, en fait, la préparation se fait en 3 étapes. La préparation, comme je viens de vous le dire, se fait en 3 temps. Il faut commencer par faire un tour par votre passé, c'est-à-dire donc de faire le plus sincèrement possible votre auto-évaluation. Donc, vous devez montrer que vous connaissez bien, que vous maîtrisez bien votre CV, votre parcours professionnel, vos compétences techniques, vos réalisations, votre personnalité, vos traits de caractère, votre aussi capacité d'adaptation à ce nouveau poste et à cet nouvel environnement. Votre capacité aussi à travailler en équipe. Et l'objectif, c'est de démontrer que vous avez des compétences qui correspondent aux exigences du poste.
Dans une deuxième étape, donc, il faut que vous renseigniez sur le poste et la nouvelle structure, donc, ainsi que le département et l'équipe, le projet. Et là, vous devez en fait lire attentivement les termes de référence, le descriptif de poste, et décortiquer les missions, les résultats attendus et les compétences exigées. Et là, en fait, je recommande d'utiliser LinkedIn. Donc, c'est un outil efficace pour se connecter à des personnes qui occupent un poste similaire ou pour te retrouver des amis ou des anciens camarades ou collègues qui travaillent dans la nouvelle structure. Donc, ça sera intéressant d'échanger avec eux et de se renseigner sur la nouvelle organisation, sur les challenges du nouveau poste et surtout sur l'environnement, le climat social et pour voir si vous vous projetez dans cette nouvelle organisation. Dans le cas où vous postulez en interne au PNUD, donc vous pouvez faire recours à Yama, donc c'est le network interne du PNUD, et vous pouvez identifier des collègues qui ont un poste similaire pour échanger avec eux, se renseigner davantage sur le poste. La troisième étape de préparation, c'est de vous projeter dans le nouveau poste et la nouvelle équipe et d'évaluer si cette nouvelle expérience concorde avec votre projet professionnel et répond à vos ambitions. Donc, je récapitule. Qu'est-ce qu'il faut faire avant l'entretien? Donc, c'est de lire les termes de référence et d'identifier les compétences exigées, de se renseigner sur votre nouveau département et votre nouvelle organisation. On peut utiliser en fait LinkedIn pour ça, ou aussi en fait on peut faire recours au rapport ou aux documents officiels de l'organisation. Au PNUD, on pourrait en fait faire notre recherche sur l'intranet, sur le site web, pour avoir le maximum d'informations sur le nouveau poste, le département ou le projet. Donc, nous devons faire notre auto-évaluation par rapport aux termes de référence. Et je considère que c'est une étape cruciale pour la réussite de votre entretien. En fait, c'est un travail à faire soi-même pour évaluer les compétences techniques, les propres résultats, les capacités, vos capacités et vos comportements. Donc, et de voir en fait comment est-ce que vous vous identifiez au nouveau poste ou non. Donc, il faut identifier aussi vos réussites et vos réalisations passées. Donc, pour cette raison, en fait, je conseille de garder souvent des emails de félicitations, de remerciements que vous avez en fait eu lors d'un poste ultérieur. Ça reste une preuve, même si vous oubliez donc certains détails de votre expérience passée. Donc, vous pouvez en fait vous rappeler en lisant ça et donc vous pouvez argumenter lors de l'entretien de vos réalisations et de vos réussites. Donc, il faut préparer aussi une série de petites histoires, certainement qui doivent être vraies, donc en toute honnêteté, sur vos réalisations. Et après, on va voir avec Béatrice et avec Pierre un exercice pratique, comment préparer en fait un argumentaire pour répondre aux questions de l'entretien basé sur les compétences. Donc, essayez de creuser dans votre expérience passée et pour trouver des cas réels et pour en fait montrer vos réalisations et vos résultats positifs. Et surtout, préparer votre argumentaire. Donc là, je vais vous donner une petite astuce pour bien préparer votre argumentaire. Donc, moi, personnellement, je réalise, donc quand je postule à un nouveau poste, je réalise un tableau Excel en 2 colonnes. Donc, dans la colonne gauche, j'indique au niveau de chaque ligne la mission du nouveau poste. Et dans la colonne droite, j'indique une de mes expériences passées, une mission que j'ai eue lors des expériences passées. Et là, ça m'aide à avoir une vision plus claire par rapport aux enjeux du poste et par rapport et de faire le lien avec mes compétences et mes capacités. Et enfin, donc, n'oubliez pas de préparer vos questions. Donc, l'entretien n'est pas uniquement un exposé porté sur vous-même, c'est aussi un moment d'échange avec les recruteurs. Et un recruteur appréciera donc votre curiosité. Donc, essayez donc d'avoir 1 à 2 questions, pas plus,
une à deux questions, ça suffirait par rapport au projet, par rapport au département ou par rapport, ça pourrait être simplement la tête d'intégration prévisionnelle. Excellent, merci. C'est ça. Et donc, on n'arrête pas en fait de dire, de rappeler que c'est indispensable de vous entraîner. Vous pouvez le faire en fait devant un miroir avec un ami ou par un enregistrement. Donc, c'est par les répétitions que cet exercice sera plus facile pour vous. Donc, encore quelques astuces pour votre entretien. Donc, des astuces simples, mais qui sont importantes. Donc, essayez de choisir une tenue, votre tenue avec soin. Donc, avoir une tenue, en fait, professionnelle. Éviter les couleurs vives et les motifs, les bijoux flashy. Ça risque de distraire, en fait, le panel. Aussi, donc… l'entretien en ligne, hein, via la vidéo, oui, ça peut être un problème pour la caméra. Oui, c'est pour les deux. C'est pour l'entretien face-to-face, aussi l'entretien en ligne. C'est même si vous allez passer en entretien en ligne de chez vous à la maison, donc c'est important de bien s'habiller, d'être professionnel et donc de bien se préparer à l'entretien. Béatrice a un petit mot à dire. Oui. Même quand il s'agit d'interviews par Skype, des fois les panels peuvent improviser et dire est-ce que nous pouvons te voir pour un petit moment. Ça, il faut vous préparer pour que vous ne soyez pas surpris au moment où… Oui, voilà, avec une mauvaise tenue, c'est peut-être pas la vidéo, mais ils peuvent changer d'avis. Ils peuvent changer d'avis ou peuvent vérifier que c'est vraiment la personne, le candidat à qui je parle, c'est Pierre. Yeah. Donc, des fois, on se replace les candidats au pyjama. Donc, vous préparez, quand vous soyez… Ça, c'est des astuces. Ça, c'est l'expérience qui parle. Donc, en fait, Béatrice, c'est important de voir le candidat, oui, tout à fait d'accord avec vous lors de l'entretien en ligne. C'est pour avoir une idée sur son gestuel, sur le volet, le comportement non verbal. Donc, c'est pour cette raison qu'il faut se préparer et, à l'avance par rapport à ça. D'autres astuces? Oui, d'autres astuces, c'est surtout en fait de vous préparer à l'avance. Donc, c'est indispensable d'être à l'heure du rendez-vous, le jour de l'entretien. C'est déjà, si vous êtes en retard, ça donne une première mauvaise impression de vous. Et ça commence très mal, là. Donc, si votre entretien est face-to-face, donc essayez d'identifier l'adresse un jour à l'avance et d'estimer le temps de transport pour arriver au moins une demi-heure sur place. Pas avant, pas 1 heure ou 2 heures, donc ça perturbe en fait le recruteur, là. OK. Donc, si l'entretien est en ligne, donc essayez de tester à l'avance votre connexion audiovisuelle. Donc, si le panel, le recruteur a envoyé un lien, donc vous devez aller à l'avant sur la plateforme pour vérifier si vous avez accès et de télécharger en fait le lien avant l'expiration. Et essayez de rester en ligne une demi-heure à l'avance. Aussi, c'est important de choisir un endroit calme. Donc, si vous passez l'entretien à la maison, veillez à être loin du bruit des enfants et des chiens et d'éteindre la télé et votre téléphone. Assurez-vous aussi d'utiliser la lumière à votre avantage. Donc, mettez-vous face à la source de lumière afin que les spectateurs, le panel, donc, puissent voir votre visage clairement, voir vos expressions, votre enthousiasme donc, par rapport à ce poste. Et si je peux ajouter quelque chose, idéalement, oui, la lumière naturelle, hein, c'est toujours la meilleure dans ces cas-là. Donc, si vous avez accès à une fenêtre, ça sera mieux que la lumière d'une lampe. Mais bon, si possible. Oui, certainement. Donc, ici, l'entretien est à distance. Donc, assurez-vous en fait de ranger votre arrière-plan, que le fond est propre et donc pour pouvoir passer une image professionnelle au moment du panel. Et donc, vérifiez
S'il y a quelque chose d'inapproprié ou même culturellement insensible, c'est important de vérifier ce point. Et surtout, donc, pensez à avoir un stylo et un papier en main pour que vous puissiez noter 3 ou 4 mots déclencheurs qui peuvent vous aider à répondre à la question aux questions de manière structurée. Exactement, ça vous fait gagner un peu de temps et ça montre aussi un intérêt de votre part et ouais, voilà, vous prenez des notes, vous apprenez aussi pendant cet entretien plus de choses sur le poste. C'est des petites astuces comme ça, des détails, mais c'est très utile. Donc, merci beaucoup. Si vous pouvez avoir un peu d'eau avec vous, parce que des fois votre voix va disparaître à cause de parler, donc il faut être prêt. Voilà, c'est vrai. Et, par exemple, là, nous avons beaucoup de bouteilles. C'est chaotique pour moi ici. Hein. Merci beaucoup pour toutes ces astuces avant l'entretien. C'est vraiment, des conseils pratiques. C'est exactement ce que l'on veut faire avec ce webinaire. C'est les objectifs que l'on a. Alors voilà, maintenant on va parler du jour J. Hein. Que se passe-t-il? Déjà, félicitations. Alors, Béatrice. Ouais. Oui, c'est vrai, il faut commencer par vous féliciter parce que arriver à cette étape, c'est déjà un grand pas. Parce que, comme vous savez, vous êtes en train de compétir avec un temps de monde sur ce poste. Il y a eu beaucoup, avant d'arriver à cette étape, il y a eu beaucoup d'étapes d'élimination de candidatures. Il y a beaucoup de tests, par exemple, il y a souvent des tests écrits, des tests techniques. Donc, si vous arrivez à cette étape, bravo, félicitations, c'est déjà beau. Il faut maintenant, comme vous le savez, vous compétez avec beaucoup de gens et il y a beaucoup de gens qui voudraient donner leur travail, dédier leur travail à trouver des solutions aux questions cruciales du monde, de tout le monde, qui sont les objectifs du développement durable. Donc, c'est une grande compétition. Il faut vous préparer beaucoup, comme vous le disaient mes collègues, il faut être préparé. Et ici, vous arrivez au panel au moment, ne pas être en retard, il faut être au temps. Et puis, il faut vous attendre, quand vous arrivez, soyez décontractés, mettez-vous à l'aise et saluez le panel. N'oubliez pas de saluer le panel. N'oubliez pas de les remercier pour vous avoir donné cette opportunité de participer aux interviews. Là, ils vont commencer par vous. Normalement, le panel aussi s'introduit. On vous a dit qu'on a, par exemple, 3 ou 4 membres du panel. Ils vont s'introduire à vous-même. Au plus de nous avoir la pratique, c'est que vous connaissez le panel au jour J. Dans le secteur privé, vous pourrez avoir la chance de connaître le panel avant. C'est une bonne chose si vous pouvez le connaître. Mais la pratique au plus de c'est que vous connaissez le panel au moment de l'interview, avant l'interview. Et là, vous pouvez vous attendre aux questions. Les premières questions, ce sont des questions qui visent à détendre l'atmosphère. Par exemple, est-ce que vous pouvez parler de vous-même? Quelle est votre motivation? Et ça, c'est pour vous détendre, c'est pour vous mettre à l'aise. Soyez décontractés. Et il y a une conversation normale avec le panel. Ne paniquez pas. Donc, il commence par des questions simples de motivation avant d'arriver aux questions de compétences. Et Béatrice, si je peux te demander, donc on a à peu près combien de temps? Parce qu'ils vont nous dire, c'est le moment en fait de s'introduire, de se présenter. Est-ce qu'on a combien de minutes on peut prendre pour en fait cette question? 3 minutes, 5 minutes? 3 minutes en principe, parce que nous avons à peu près 5, on pose 5 questions normalement, 5 questions, et on donne 3 à 5 minutes pour chaque question. D'accord. Donc, mais il faut être bref, il faut être succinct, et il ne faut pas aller faire de longs discours qui n'ajoutent à rien. Et des fois que vous pouvez perdre le panel très facilement
Donc, il faut être bien articulé. Comme vous allez revoir tout de suite, on va parler de méthodes SMART, de méthodes CAR. On va vous aider à bien préparer les étape par étape la structure de vos réponses. Mais après, vous savez que cette question va être là. Ils vont vous demander pourquoi vous avez postulé. Donc, votre motivation, quelles sont les... il faut montrer que vous connaissez bien le poste et quelles sont les compétences que vous pouvez amener pour ce poste. Donc, ils s'attendent à ce que vous vous projetiez déjà dans le nouveau poste. Donc, je suis la bonne personne parce que je peux faire ça. Donc, c'est vraiment la question essentielle au début parce que le ton est là, il est mis dès le départ. En fait, là, c'est question de capter l'attention du panel, de montrer que vous avez lu, que vous êtes préparé, que vous connaissez les compétences, que vous connaissez l'organisation, que vous connaissez le département avec lequel vous allez travailler. C'est votre moment. C'est votre moment parce que vous essayez d'avoir la chance d'être la meilleure personne pour le poste. Il faut faire votre autopromotion. Ne soyez pas timide. Faites votre autopromotion pour que vous soyez celui qui est en train de recruter, trouve en vous la bonne et la meilleure candidate. Et alors, aussi, dans le contexte actuel, on a un nouveau plan stratégique au PNUD. Alors, parler du plan stratégique et faire le lien avec le poste, ça peut être vraiment une très bonne idée parce que voilà, il montre que vous êtes au courant de ce qui se passe, que vous êtes au courant de la vision de l'organisation. Et donc, faire le lien entre ce poste et le plan stratégique et votre peut-être votre volonté d'avoir un impact, ça peut être très utile et très important. Oui, et puis il faut venir avec les termes de référence, les termes de référence, les relire, montrer que vraiment vous comprenez les compétences, que si vous pouvez, nous avons des sites où vous pouvez avoir des niveaux différents de compétences nécessaires pour le poste. Donc, prouvez que vous êtes la meilleure personne, que vous avez les compétences qu'on cherche pour ce poste. Et là, on n'a parlé que de la première question. Il en reste quelques-unes. Et donc, Béatrice, tu voulais partager quelques astuces, encore une fois, et conseils pratiques sur comment se préparer. Alors, on a parlé de SMART, STAR et CAR. Alors, il faut peut-être qu'on explique un petit peu ce que l'on veut dire par tout ça. Voilà. Donc, comme on a déjà introduit, il y a des techniques SMART. Et SMART veut dire situation, mission, action, résultat, et les leçons apprises. Le T, c'est teachability, c'est les leçons que vous avez apprises de votre exemple, de votre histoire. Si vous vous souvenez bien de l'introduction avec Youssef, il dit faites des histoires. Dans cette histoire que vous faites, des histoires pratiques de votre expérience, c'était quoi la situation? C'était quoi la mission? Qu'est-ce que vous voudriez atteindre par cette mission? Et quelle action vous avez prise? Et là, soyez personnel. C'est bien d'être partie d'un groupe ou d'une équipe, mais c'est votre moment d'interview. Et donc, c'était quoi tes actions à toi, ta contribution à toi? C'était quoi le résultat? Et là, je disais, il faut être vraiment bien articulé. Si vous pouvez donner des actions et des étapes, par exemple, j'ai fait ceci, j'ai appelé un collègue, je l'ai amené au café. Articuler 1, 2, 3. Mais éviter des dialogues trop longs. Et là, on leur donne des méthodes, mais bon, si vous n'arrivez pas à le faire exactement, ne vous inquiétez pas, il y a plein de gens qui ne sont pas au courant de tout ça. Mais c'est idéal d'avoir une structure comme ça. Et si vous avez une mémoire un peu sélective ou si vous oubliez la méthode CAR, bon, c'est la même chose en plus simple, contexte, action, résultat. Mais on va parler plus de SMART parce que c'est vraiment l'idéal. Oui, mais il y a aussi d'autres techniques. Vous pouvez choisir ce qui vous avantage parce que nous avons des styles qui sont différents, mais nous allons élaborer sur la technique SMART. Donc, comme je le disais, c'est la situation. Quel était l'événement ou la tâche spécifique? La mission, quel est l'objectif avez-vous considéré comme le principal problème? L'action prise, qu'est-ce que tu as fait concrètement? Soyez concret. Et les résultats.
quel est le résultat attendu? Est-ce que vous avez atteint le résultat que vous cherchiez ou vous ne l'avez pas atteint? Si vous ne l'avez pas atteint, c'était quoi le problème que vous avez eu, par exemple, qui vous a empêché d'atteindre? Et c'était quoi la leçon que vous avez apprise? Parce que, bon, des fois, vous pouvez avoir une mission et la mission n'aboutit pas nécessairement. Donc, il faut venir préparer avec des arguments, comme on a dit. Qu'est-ce qui vous a empêché d'atteindre cette expérience? Ou l'expérience que vous avez eue et qui va vous aider à faire mieux dans le futur ou à répliquer l'expérience que vous avez eue. Ouais. Très important. Donc, et souvent, je pense que les candidats oublient que voilà cette partie. Qu'est-ce que l'on a appris? Et parce que idéalement, tout recruteur veut quelqu'un qui est capable d'apprendre. Et donc de se continuer à se développer. Et donc voilà, c'est cette petite dimension, cette dernière chose, c'est important, Béatrice. C'est bien que tu en parles, en effet. Alors, 3 minutes. Oui, en 3 minutes. Il faut venir préparer, comme on l'a dit, venir avec des histoires en tête. Et il faut partir de votre expérience récente, si vous avez des histoires concrètes que vous pouvez partager. Et là, je disais, éviter le bavardage, éviter les mots vagues qui ne donnent pas vraiment d'indication de quoi vous parlez. Allez droit sur le but et parlez de votre expérience personnelle. Ne mettez pas des expériences de l'équipe. Faites le part des choses, ce que vous avez fait comme individu. C'est bien d'être part d'une équipe, mais c'est votre propre, c'est votre impact. C'est ce que vous avez fait en tant qu'individu et qui va montrer que vous pourrez répliquer cet exemple dans le futur. Voilà, c'est un très bon point. Et on peut parler un peu de communication, ça sera toujours important et toujours là dans ce type d'entretien. Ouais. La communication, dans la communication, c'est par exemple, on va vous poser la question de savoir quand est-ce que vous avez engagé les autres dans une conversation difficile, quand est-ce que vous avez parlé aux gens qui ne comprenaient pas le langage de votre langage. Ça peut être le langage technique. Il faut faire le langage simple pour que les gens comprennent de quoi vous parlez. Ça peut aussi être des moments difficiles où il faut essayer d'avoir un langage sensible qui ne va pas blesser les gens, qui ne va pas être discriminatoire. Donc, la communication est très importante. C'est ça, c'est très important. Et tout poste, tout rôle a une dimension de communication. Il y aura quasiment, on peut s'assurer une question sur la communication dans la plupart des entretiens. Dans la plupart des interviews, il y aura toujours une question sur la communication. Adapté au niveau du poste, bien sûr. Mais aussi, comme Béatrice le disait, vous êtes jugé aussi votre communication sur votre style de communication sera jugé aussi pendant l'entretien. Ça, les recruteurs le voient. Oui, ça va dépendre du rôle que vous allez jouer, le rôle du poste. Si le poste va vous demander à faire des présentations, on va vous demander est-ce que vous avez eu, parlez-nous de l'expérience que vous avez eu à parler à une audience, à une grande audience, ou vous avez eu à faire une présentation. Ou si vous devez écrire, faire des rapports, parlez-nous des rapports que vous avez fait dans le passé, c'était quoi la mission, donc des choses de cela. D'accord. Ouais. Alors, quand on parle de communication, on parle, c'est lié, et c'est aussi une compétence qui est souvent demandée, quel que soit le poste, et qui est souvent donc évaluée pendant un entretien, c'est la gestion de conflits, et la résolution de conflits, gestion de stress, donc voilà quoi. Donc, on va voir un petit exercice tous ensemble. Voilà, on va se poser la question et chacun de notre... Oui, juste Pierre, j'aimerais bien rajouter un petit truc par rapport à la gestion de conflits. Donc, si on vous pose une question par rapport à la gestion de conflits, évitez de dire du mal de votre employeur. Donc, c'est très mal vu par les recruteurs,
ou par l'organisation. Essayez de présenter un cas qui est constructif, où vous avez en fait pu trouver une solution, où vous avez contribué à améliorer la communication au sein de l'équipe. Oui, aussi, il faut éviter d'amener des sujets où vous étiez vraiment impliqué émotionnellement, ce qui peut être ressortir d'une manière négative sur votre image propre. Donc, si vous avez il faut rester positif dans toutes les circonstances. Donc, ouais. Mais après, on peut être positif, mais on a aussi des fois eu des problèmes à gérer. Et au pire des cas, si ça n'a pas marché, il faut expliquer ce qu'on a appris, ce qu'on pourra faire différemment. Ouais. Donc, c'est un très, très bon point. Merci. Merci à tout le monde. Alors, on va parler en plus, on va faire un petit exercice ensemble. Donc, voilà les questions typiques hein, que vous pouvez avoir en termes de gestion de conflit. Vous les voyez à l'écran. Donc, parler d'une mission difficile où vous avez dépassé les attentes de votre directeur. Donc, ça, c'est pas vraiment la gestion de conflit, c'est juste c'est par rapport aux résultats. Donc, voilà. Après, la deuxième question, c'est plus par rapport à votre capacité à faire des priorités. Donc, vous avez plusieurs situations compliquées en même temps, plusieurs demandes de services. Comment vous avez réagi? Donc, voilà, je suis structuré, je sais choisir, faire des priorités et prendre action plus tard sur les choses un peu moins importantes. C'est du grand classique, mais c'est toujours bien de le rappeler. Alors, nous, on aimerait parler un petit peu plus de la dernière question. C'est parfait, elle est en rouge. Donc, et là, on revient à la gestion de conflit. Vous avez utilisé vos aptitudes, vos compétences pour résoudre les problèmes ou indifférents entre membres du personnel. Donc là, ça, c'est une question intéressante et on va vous donner 1 minute. On va couper le micro pendant 1 minute pour que vous puissiez un peu réfléchir de votre côté et trouver un exemple concret par rapport à cette question en rouge. Donc, voilà, pendant 1 minute, on ne dit plus rien et on pense à ses expériences passées et on trouve un exemple par rapport à ça. Voilà, 1 minute est passée. Donc, vous avez trouvé un exemple de votre côté. On vous demandera de le partager tout à l'heure si vous voulez, par écrit ou à l'oral. Sinon, vous inquiétez pas, on va vous donner quelques idées de comment adresser une question pareille. Alors voilà, donc on va avancer et on va utiliser la méthode SMART, comme on l'a présentée. Donc, donnez-nous un exemple concret. Vous avez fait usage de vos aptitudes pour résoudre un problème ou trouver une solution quand il y avait un différend entre membres du personnel. Alors, la méthode SMART, la situation. Donc, voilà, quel était le contexte ou la tâche. Et donc, c'est là où vous commencez par expliquer le contexte. Donc, par rapport à cette question, nous, ce qu'on aurait dit, on aurait parlé d'une histoire vraie, encore une fois, un exemple concret où il y avait un problème dans un projet, donc les résultats n'étaient pas là, il y avait un conflit entre collègues qui ne s'entendaient pas, voilà. Et la qualité du travail était donc affectée. Donc voilà, donc c'est la méthode SMART, donc c'est le premier niveau, la situation, le contexte. Donc après, vous repensez à votre objectif. Donc là, on parle de votre propre exemple. Il y a ce contexte difficile, qu'avez-vous fait? Quelle était votre idée? Vous avez décidé de prendre action, mais sur quoi? Donc voilà, il faut là expliquer un petit peu. Mon objectif était de faire quelque chose, sinon rien ne changeait. Donc on vous laisse 30 secondes pour réfléchir de votre côté. On va vous montrer ce que nous, on a en tête quand on parle de la mission.
Voilà, donc 30 secondes. Si rien ne changeait, ben voilà, le projet allait échouer. Donc, même si je n'étais pas responsable, donc ça montre quand même là les qualités de leadership. Je me prends en main, je me sens responsable. J'ai décidé d'agir. Donc voilà l'objectif. Ça n'a pas besoin d'être long. N'oubliez pas, vous avez 3 minutes. Donc il faut être succinct, comme tu as dit, Béatrice. Et voilà, donner un exemple concret. Voilà, donc le problème, on le connaît l'objectif. Ensuite, quelle action avez-vous pris selon, voilà, en lien avec les objectifs? Encore une fois, on vous donne 30 secondes de votre côté pour penser à votre propre exemple et mettre peut-être écrire quelques lignes par rapport à ça. Alors, 30 secondes. Donc voilà, vous avez pris action, vous avez parlé aux différents collègues, à part, l'un de l'autre, autour d'un café, pour comprendre un peu ce qui se passait, quelle était la situation, la source de la tension, et après, vous avez compris qu'il y avait un problème au niveau des rôles, qu'ils ne contribuaient pas au même niveau. Et donc, vous avez donc agi en rencontrant tout le monde et vous avez compris la situation. Donc, après, vous êtes allé parler au gestionnaire de projet pour voir si les rôles pouvaient être changés et le niveau de travail équitablement distribué. Bon, voilà, donc ça, c'est quelqu'un qui agit, quoi. C'est l'action. Je pense que ça fait sens. Ouais. Mais quel est le résultat? Agir, peut-être que ça a fonctionné, peut-être que ça n'a pas fonctionné, mais au moins, vous avez fait quelque chose. 30 secondes pour vous, encore une fois, par rapport à votre propre exemple. On vous laisse réfléchir, peut-être prendre des notes. Voilà, donc bon. Et ça, on parle de notre histoire, à nous, notre exemple. Donc, il y a eu des réunions, on a pu réévaluer un peu la charge de travail, les choses se sont améliorées et les résultats aussi. Il y a une meilleure communication. Là, dans l'exemple, on n'est pas non plus, on n'est pas dans l'idéal total, on dit ça va mieux, mais c'est pas parfait. Et ça, c'est ce que le jury, le panel de recrutement veut voir aussi, c'est l'honnêteté. Et on sait tous comment c'est quel est le contexte de travail, c'est jamais simple. Et donc, il ne faut pas idéaliser. Et c'est bien aussi de montrer que vous avez fait face à des difficultés et voilà, être honnête, dire que ça fonctionne, pas parfaitement, mais ça fonctionne dans ce cas-là. Je trouve ça, bon, l'exemple le montre bien, quoi. C'est pas parfait, mais c'est le résultat obtenu. Alors, n'oubliez pas, à la fin de la méthode SMART, c'est qu'est-ce qu'on a appris. Donc, j'ai appris qu'il était très important de définir les responsabilités dans un plan de projet d'une équipe. Ça, c'est vraiment important. Ça facilite la communication et après, ça évite les problèmes. Et on a tous un rôle à jouer, pas seulement le chef de projet. Donc, voilà une bonne conclusion par rapport à l'exemple de gestion de conflit. Alors, j'ai Béatrice Yoser, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Oui, c'est ce que vous avez appris, les leçons apprises, on en a parlé, les leçons apprises, et cela, c'est ce qui constitue l'expérience, en fait. Et ça va vous aider dans votre rôle futur, et ça montre que vraiment, vous avez vécu cette expérience, et cela, si jamais vous êtes dans la même situation au futur, ou si vous avez des cas similaires, ou autre situation, vous pourrez réagir de façon appropriée.
Voilà. Juste, oui, Pierre. Oui. Juste, je souhaite en fait insister sur l'honnêteté au niveau du choix de l'exemple. Donc, même si vous maîtrisez pas parfaitement la compétence, vous pouvez en fait dire que là, donner un exemple réel et dire que depuis en fait j'ai progressé au niveau de ça, je me suis en fait formée. Tout ça parce qu'en fait, il y a aussi le contrôle de référence qui est fait si la candidature est retenue. Et le contrôle de référence, il est fait auprès des anciens employeurs. Et là, donc, en fait, on essaye en fait de valider ces compétences aussi à travers ce contrôle de référence. Donc, c'est important de raconter en fait des histoires vraies, d'être donc sincère au niveau de vos réponses. Ouais, c'est un bon point. Si vous mentez, ça va se savoir. Donc, à un moment ou à un autre. Donc, voilà, il vaut mieux être honnête, il faut dire qu'on a appris, on est tous humains, on fait tous des erreurs. Et voilà, c'est pas ce que l'on veut, c'est progresser. Et surtout, si vous postulez en interne, donc au sein de l'organisation. Oui, voilà. Donc, les experts, ils se connaissent tous et donc, c'est plus facile, en fait, de vérifier ce point. Béatrice, si vous ajoutez quelque chose. Oui, je peux continuer de sa phrase. Même si vous appliquez à l'extérieur, il y a souvent des questions de suivi. Et des fois, vous ne pouvez pas continuer. Si vous ne dites pas la vérité, si l'histoire n'a jamais été, donc vous pouvez vous retrouver en train de ne plus trouver de solution ou à quoi dire. C'est ça, donc, parce qu'on parle de 5 questions, à peu près 4 à 5 questions pendant les entretiens, mais après, il y a les questions de suivi, ça on l'a mentionné. Donc, si le panel pense que ça manque de détails ou il y a quelque chose qu'ils aimeraient savoir ou quelque chose qui cloche, eh ben, ils vont poser d'autres questions. Ils vont poser des questions de suivi pour voir vraiment jusqu'où vous pouvez aller. Mais ça, c'est de vous donner l'avantage de donner le meilleur de vous-même. Ce n'est pas d'investigation ou quoi, c'est vraiment toujours à l'avantage du candidat. Voilà. Alors, on a passé 1 heure, donc on ne veut pas prendre trop de temps, on va devoir continuer. Mais voilà, on vous montre un peu ce qu'on a utilisé, donc la situation, la mission, l'action prise, résultat et ce qu'on en a appris. Voilà. Encore une fois, si vous pouvez retenir quelque chose de cette présentation, c'est peut-être cette page-là. Alors, on aime bien vous donner des astuces pratiques. Donc voilà, d'autres astuces, on sait que vous aimez ça. Et ça a été mentionné, hein, le ton, avoir une conversation. Ouais. Voilà, ça, c'est important. C'est un dialogue. Un dialogue. Un dialogue normal. Si vous faites ça virtuellement, regardez la caméra. Ouais. Gardez le contact visuel avec le panel. Et si vous êtes dans une salle, c'est ça aussi, le contact visuel. Regardez tout le monde et dans les yeux. Pas fixement, bien sûr. Que vous êtes confortable, que vous êtes à l'aise avec les gens. C'est comme si vous êtes dans une réunion normale, n'importe quelle réunion. Voilà. Donc, et souriez, ça c'est toujours bien. De façon sincère, pas trop. C'est approprié. Ne soyez pas bloqué non plus avec un sourire figé. Donc voilà, c'est des petits détails, hein, mais voilà, ça, on peut vous les donner. Et donc la communication non verbale, on vous a fourni une vidéo pour ça, avec des sous-titres en français. Elle est vraiment pas mal. Elle vous explique donc l'importance de la communication non verbale. Béatrice, tu veux peut-être ajouter quelque chose? Oui, la communication non verbale, bon, on dit que vraiment c'est à peu près 50-50%. La communication verbale et la communication non verbale, et ça dit vraiment beaucoup de choses. La communication non verbale, par exemple, on peut voir que, bon, vous êtes en train de mentir, l'histoire n'a pas eu lieu, vous pouvez voir que vous n'êtes pas vraiment confortable dans la matière. Si par le regard, par votre jeu, si vous croisez les mains, vous n'êtes pas. Donc, il faut être conscient de votre posture. Ouais, voilà, comme Béatrice disait, ça, une grande part de la communication, elle est non verbale, donc les bras croisés comme sur la photo, c'est pas idéal, par exemple. Ouais, c'est pas idéal.
Ça veut dire ouais, qu'on est un peu sur la défensive. Yosser, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, c'est comme si on se forme en fait à l'environnement externe, c'est ça. C'est une en psychologie, c'est une en fait posture de refus, donc de préférence, donc d'être à l'aise avec les bras. Si vous avez en fait, vous êtes un peu stressé, vous pouvez les mettre autour de la table, mais pas croisés de préférence, non. J'étais en fait récemment dans une interview. Le membre du panel a dit à un certain moment que le candidat arrivait à un exemple et il a souri. Et le panel disait, voilà, ça montre que la personne était contente du résultat de son action. Donc, c'était oui, ça faisait vraiment, ouais. Donc le sourire, ouais, parce qu'il montre que ouais, effectivement c'est une expérience vraie et positive et il y avait quelque chose derrière. D'accord. Mais c'est aussi c'est la communication non verbale aussi. Donc ça montre que vraiment la personne est contente de son expérience. D'accord. Alors on a parlé des choses à ne pas faire. Juste par rapport au regard, essayer de fixer en fait, de regarder en fait le panel, de ne pas avoir un regard perdu. Donc, ça, en fait, donne l'impression que vous n'êtes pas concentré lors de l'entretien. Et puis aussi, il ne faut pas faire l'impression que vous êtes en train de réciter des choses que vous avez étudiées. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. On vous entraîne, là, on vous donne plein d'astuces, on vous dit comment faire, mais il faut que ça reste naturel quand même. Il ne faut pas réciter, et surtout si vous lisez, ça va se voir. Ça va se voir, oui. Donc, quelques autres exemples de ce qu'il ne faut pas faire. Oui, donc ce qu'il ne faut pas faire, donc j'insiste sur le point d'éviter d'arriver en retard. C'est très important d'être à l'heure, d'être ponctuel lors de l'entretien. Aussi, en fait, d'éviter d'utiliser des acronymes. Donc là, vous considérez que tous les membres du panel ont les mêmes connaissances techniques, le même niveau de connaissance que vous. Donc, essayez d'avoir des phrases simples et de développer et de donner des détails par rapport aux connaissances techniques. Donc, quoi d'autre, c'est d'éviter aussi d'utiliser un jargon familier ou des mots tels que truc, machin, chose, tout ça. Donc, surtout, en fait, soyez attentifs à finir vos phrases et à utiliser des termes précis. Aussi, en fait, c'est d'éviter en fait les mots à connotation en fait négative, comme problème, préoccupation, malheur, ou des expressions en fait toutes faites comme le goût du challenge, et n'arrêtez pas de le répéter lors de l'entretien. Essayez aussi lors de l'entretien de maîtriser vos tics, de contrôler votre langage et en fait, et je répète surtout en fait, éviter de dire du mal de votre ancien manager ou de votre ancienne société. Et ça, en fait, le fait de critiquer un employeur n'est pas forcément bien vu lors de l'entretien. D'accord. Ça, c'est des éléments importants. Donc, merci d'avoir partagé tout ça. Autre chose aussi, c'est des fois, et surtout pour les francophones, on mélange les langues pendant l'interview. Il ne faut pas vraiment mélanger les langues. Si tu vas commencer à répondre en français, il faut continuer en français jusqu'au bout. Si tu as commencé en anglais, il faut continuer en anglais jusqu'au bout de la réponse. Il ne faut pas mélanger les langues. Alors, des fois, il y a question en anglais et question en français. Donc, si on vous a posé la question en français, il faut répondre en français. Oui, bien sûr. Et jusqu'à la fin, il faut utiliser le français. Merci. Merci Béatrice pour cette précision. En fait, je rajoute en fait un point, c'est qu'il faut vérifier au niveau des termes de référence les langues exigées pour le poste et de s'attendre à une question si par exemple on demande de français, anglais, arabe par exemple Tunisie, donc de s'attendre à une question en arabe et en question en anglais. Donc, c'est pour évaluer votre niveau, en fait, de communication orale dans les deux langues. Alors, on va devoir avancer. J'ai juste l'horloge devant moi et je ne veux pas qu'on soit trop en retard. Alors,
Yosser, tu voulais ajouter quelque chose par rapport à ce qui se passe après? Oui. On a parlé d'avant. Oui, merci Pierre. Donc juste en fait, je veux en fait insister sur le fait que même si vous n'êtes pas sélectionné suite à l'entretien, il faut en fait considérer que cette expérience en tant que réussite pour vous, parce que comme vient de le dire Béatrice au début, en fait, c'est déjà vous êtes sélectionné parmi une centaine ou des milliers de candidatures. Vous avez passé un processus assez lent. Et ça sera intéressant en fait de faire de cette expérience une opportunité d'apprentissage. Donc, pensez à faire votre débriefing suite à l'entretien et de faire une auto-évaluation constructive. En fait, par exemple, vous pouvez reprendre les questions à chaud et et noter vos réponses pour voir si vous avez bien répondu, si vous avez bien expliqué, si vous avez pu mettre en avance votre expertise. Et repensez à votre entretien, identifiez les moments qui étaient stressants pour vous, votre débit, votre gestuelle aussi, pour identifier les points d'amélioration pour les prochaines entrevues. Aussi, en fait, un dernier point, donc pensez aussi à envoyer un email de remerciement au recruteur dans les 48 heures qui suivent l'entretien. Donc, même si, en fait, ça n'a aucune influence sur le résultat, spécialement au sein du système des Nations Unies, au PNUD, mais en fait, ce message est un excellent moyen de réitérer votre intérêt pour le poste proposé. Donc, l'email, en fait, pourrait être synthétique. Vous pouvez, en fait, montrer au recruteur que vous avez saisi les enjeux du poste et lui rappeler rapidement vos points forts, les éléments qui font de vous le candidat idéal pour le poste. Et vous pouvez donner aussi quelques éclaircissements sur les points qui ont été posés lors de l'entretien, certaines compétences. Donc, en fait, donc cet email en fait pourrait en fait mettre en valeur votre esprit de synthèse et aussi en fait si vous êtes en compétition avec plusieurs autres candidats, ça pourrait vous démarquer et faire que vous n'êtes pas oublié par le recruteur. Même si vous n'êtes pas retenu pour ce poste, il y a d'autres opportunités. Peut-être, en fait, il pourrait en penser à vous pour un IC ou pour d'autres types de contrats. Super, Yosser. Ça, c'est vraiment un point intéressant que moi, parfois, je ne savais pas exactement s'il fallait que j'écrive ou pas. Est-ce que ça sert à quelque chose? Donc là, au moins, c'est très clair pour tout le monde. C'est quelque chose que l'on recommande. Alors, on revient à Béatrice. Est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais ajouter par rapport à tout ce qui a été dit, un point sur lequel tu aimerais insister? J'aimerais insister sur la question d'être à temps pour le jour de l'interview. Et puis aussi, il y a quelque chose que j'aurais dû mentionner, c'est que des fois, il y a des questions il y a une question qu'on pose souvent, quels sont les défis que vous pourrez avoir dans le poste? Il y a des fois des gens qui disent que je n'aurai pas de défis, je connais tout. Personne ne connaît tout, vous ne connaissez pas. Ça va être une nouvelle équipe, ça va être un nouveau département pour vous. Il faut essayer de trouver des défis, mais aussi ça peut être un défi mené, mais il faut aussi avoir un plan stratégique de comment vous allez surmonter le défi. Et puis, ce que aussi, c'est que, comme disait Youssef, il faut vous auto-évaluer après l'interview, relisez les questions, regardez où est-ce que j'aurais dû, qu'est-ce que j'aurais dû dire, est-ce que j'aurais vraiment maximisé ou comment je peux améliorer mes réponses pour les interviews futures. Il y a des fois aussi, vous pouvez faire la correction des questions de ce genre et vous entraînez à faire ce genre de questions pour les interviews futures. C'est un très bon point. Ouais. Merci beaucoup, Béatrice, pour toutes ces astuces et ces points importants. Alors, que se passe-t-il maintenant? Voilà, vous allez bientôt revenir à votre bureau et à votre travail, mais qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement si vous voulez postuler pour un poste? Alors, Yosser,
Ok, donc merci Pierre. Donc là, j'imagine que vous êtes un peu plus à l'aise avec les entretiens basés sur les compétences. Donc il est temps de passer à l'action. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer par maîtriser les termes de référence. Donc lire et relire les termes de référence, décortiquer les compétences demandées et vérifier le niveau de compétences. Revoir les fonctions clés et les résultats attendus par rapport au poste. Et comme on vient de le dire au début, en fait, essayez de vous projeter au niveau de ces fonctions et faire le lien avec votre expérience. Créer quelques questions biographiques, techniques et basées sur les compétences. Pratiquez et entraînez-vous en fait à l'exercice. Indiquez en fait comment vous répondriez à ces questions. Donc, vous pouvez en fait reprendre le terme de référence, vous référer aux compétences clés du PNUD et reprendre l'exercice que nous avons fait au début et pratiquer pour passer avec succès votre prochain entretien. Et on se rappelle de l'exemple du tableau Excel avec 2 colonnes. Oui. Donc de Yoser, ça c'était pas mal du tout. Donc voilà, mais voilà ce que vous pouvez faire concrètement. Alors voilà, on touche à la fin du webinaire. On voulait quand même vous parler un petit peu de voilà, là où vous pouvez trouver des informations, des formations, des articles intéressants. C'est notre Talent Development Center, le TDC, qui est en ligne via l'intranet. C'est learning.undp.org. Voilà, vous avez énormément de choses disponibles là-bas. On a parlé de MindTools, qui se trouve, donc si vous cherchez sous catalogue, vous trouverez MindTools. On a aussi une newsletter qui vient d'être en fait envoyée hier. Il y a des articles en français et en espagnol dans chaque numéro. Et donc, c'est le cas de la dernière. Et pour la trouver, elle se trouve en fait sous Resource Center. Vous voyez donc sur l'écran, c'est la colonne de gauche et la flèche vous montre donc que c'est là où se trouvent donc les différentes newsletters qui sont sur des sujets à chaque fois différents et qui vous permettent en fait donc d'aller en profondeur. Par exemple, on a parlé du plan stratégique, le nouveau plan stratégique. On a parlé de la communication. Donc voilà, on essaie vraiment d'avoir un thème à chaque fois et toutes les différentes éditions se trouvent sous le bouton Resource Center dans la TDC. Donc voilà, si ça vous intéresse. Aujourd'hui, juste Pierre, en fait, on a eu une nouvelle édition de la newsletter qui est à propos de la gestion de performance. Ouais. Donc, j'invite les collègues à aller en fait voir les articles. C'est très intéressant pour la définition des objectifs pour le PMD de 2018. Voilà, par rapport à la PMD. Alors, nous savons, voilà, on avait pensé qu'on pourrait aller jusqu'à 10h30 heure de New York, il nous reste 10 minutes. C'est le moment pour vous, si vous avez des questions pour nous. Alors, vous pouvez les taper ou les poser oralement. Idéalement, les taper, ça serait bien. Voilà. Donc, si vous avez des questions, c'est votre moment. N'oubliez pas qu'on va partager l'enregistrement avec vous. On va vous l'envoyer. On va vous envoyer aussi la présentation et avec les différents liens. Et donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Alors voilà, par exemple, Jules nous demande, on nous demande si on a une question. Alors oui, à la fin normalement à la fin de chaque entretien. Ouais, on vous donne le temps de poser des questions. Et il faut éviter de poser des questions pour lesquelles vous pourriez trouver des réponses sur les sites, sur Internet. Donc, il faut montrer que vous avez lu, que vous avez fait votre devoir, votre homework. Donc, il faut vraiment poser des questions pertinentes, des questions sur le projet, des questions sur le programme, mais pas des questions que vous pourriez avoir trouvées ailleurs sur les sites ou sur Internet. Et puis aussi, il faut mentionner qu'il y a des médias sociaux. Donc, il faut montrer aussi, il faut aller chercher là-bas aussi, il faut montrer que vous êtes actualisé, que vous avez l'information nécessaire aussi. Ouais. Ça, c'est un très bon point. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions?
Alors, je regarde, vous pouvez lever la main si vous voulez qu'on ouvre le micro. Sinon, par écrit, pour l'instant, aucune. De toute façon, j'en profite pour dire encore merci à tout le monde d'avoir été en ligne, parce que c'est du temps investi, on espère que ça a été investi de la meilleure façon, mais c'est du temps investi pour votre gestion de carrière et votre propre développement professionnel. Merci à vous aussi pour tous ces messages en ligne. Alors, on va voir. Donc, on vous donne encore 2 minutes, si vous voulez taper. Voilà. Ah, très bonne question de la part de Woussem. Alors, comment est perçue la demande d'un temps de réflexion? Alors, Béa ou Yosser? Bon, ça c'est une bonne question parce que oui, le panel vous donnera un moment de réfléchir et de mettre vos idées ensemble. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose à faire. Vous pouvez demander. Et puis, vous pouvez aussi demander si vous n'avez pas entendu la question. Donc, c'est aussi de montrer que vous pensez, vous structurez, vous mettez vos idées en structurées. Vous analysez, c'est ça? Vous analysez. Ouais. Ça prouve, en fait, que le candidat a un certain esprit de synthèse et qu'il est organisé, structuré. Donc, c'est apprécié au niveau lors de l'entretien. Ouais, et vous pouvez écrire, vous pouvez prendre votre stylo et écrire sur le papier. Ouais. Alors, il y a 2 questions sur le changement de carrière, changer de profil de carrière ou un changement de carrière latérale. Elles se recoupent un peu. Yosser ou Béatrice? Le changement de carrière, bon, normalement. Bon, oui, c'est une vaste question. C'est une vaste question. Bon, ici, nous avons au PNUD, nous avons des catégories situées aux ressources humaines, au procurement, mais aussi il y a des possibilités d'aller dans d'autres domaines, au programme. C'est à vous de savoir, parce qu'il y a des questions de compétences. Si vous pensez que vous avez les compétences pour le poste, vous pouvez. C'est vous donner à vous donner les termes de référence, de voir si vous avez les compétences nécessaires, si vous avez l'expérience requise. Et donc, vous pouvez faire le mouvement latéral. Bon, quand on parle de mouvement latéral, c'est tout un genre, il y a toute une autre définition, mais tout dépend de vos compétences, des compétences requises. Et si vous les avez, vous pouvez changer d'un boulot à l'autre. Ce qu'il faut, c'est connaître l'organisation. C'est très important. Savoir quelles sont les possibilités, les demandes futures de l'organisation. Dans le nouveau plan stratégique, on parle beaucoup d'innovation. Bon, voilà, c'est peut-être quelque chose qu'il faut travailler. Mais surtout, préparez-vous bien à ce changement. Donc, c'est un travail qui devrait se faire à l'avance. Donc, essayez si vous identifiez un poste qui vous intéresse, donc identifiez les compétences, le niveau de compétences, faites une comparaison avec votre profil, vos compétences actuelles, et donc vous pouvez en fait identifier les écarts. Et un travail qui devrait être fait au niveau des formations, de l'apprentissage, du mentoring, donc pour pouvoir donc vous préparer pour le poste avant de postuler, bien sûr, pour montrer que là, vous êtes à niveau de maîtrise par rapport aux compétences exigées pour le nouveau poste. Et puis, on parlait aussi, depuis le début, que vous avez la carrière, le développement de votre carrière en main. C'est vous qui devez savoir où vous voulez aller pour le futur. Donc, si vous définissez votre objectif futur, votre plan, vous allez essayer d'identifier des possibilités de travailler dans le domaine où vous voulez aller. Et ça peut être, par exemple, des assignments, ou ça peut être un travail additionnel, vous pouvez aider dans ce domaine. Donc, c'est à vous d'identifier votre futur et d'y travailler. Alors, on a eu de très nombreuses questions après coup, il y en a que 2 minutes. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va
copier ces questions dans le message qu'on va vous envoyer et on peut y répondre voilà, en quelques lignes parce que effectivement ça s'est beaucoup accumulé. Il y a un très grand intérêt. Merci encore à tous ceux qui se sont joints à nous. Alors, une dernière question peut-être pour la route et après, au reste des questions, ne vous inquiétez pas, on y répondra par écrit. Alors, vite, la question du salaire. Moi, je trouve ça pas mal. Est-ce qu'on peut parler de salaire lors d'un entretien? Oui, oui, d'accord. D'accord, moi je pensais que non. Moi je pensais que c'était pas quelque chose à mettre en fait sur la table. Et on connaît tous, il y a l'échelle des salaires au sein de l'ONU, donc il n'y a pas de. Si c'est pour un poste de l'ONU, en théorie, il n'y a pas de discussion à avoir parce qu'on sait déjà quel est le salaire. Et puis aussi, ça dépend aussi de votre préparation dès au départ. Il faut connaître aussi la culture de l'organisation. Si c'est quelque chose que, dans le secteur privé, ils sont ouverts, ils vont vous dire, ils vont même donner des détails du salaire dans l'annonce. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez aborder. Mais il faut savoir la culture de l'organisation avant d'aller à l'interview. Excellent. Alors, on va, donc, comme j'ai dit, copier toutes ces questions et les mettre dans un message et on essaiera d'y répondre un petit peu en vous envoyant la présentation et dans l'enregistrement. Et là, on touche donc à la fin du webinaire. On vous remercie encore 1000 fois d'avoir été avec nous. 1000 fois merci à Béatrice et à Yosser pour leur expertise et voilà, toutes les astuces que vous nous avez données. Et voilà, dès qu'on... On espère vous retrouver très prochainement pour notre webinaire en français. Voilà, c'était une excellente expérience pour nous. À très bientôt. À très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, bonne journée.